Oui, effectivement, ce que je vous propose de faire avec cette présentation, c'est un recul en fait territorial d'une part, mais vraiment géographique, mais également dans le type de catastrophe qui a affecté une ville, et deux, en fait, de voir comment cette question de la résilience urbaine fait partie, indépendamment du type de traumatisme que subit une ville, fait partie est une partie fondamentale du processus de reconstruction. Et donc, de voir en fait comment cet art de rue peut avoir un intérêt lorsque l'on va parler notamment de la micro-territorialité de la reconstruction, mais également de toute la question du micro-social et notamment de la réappropriation des lieux urbains qui ont été affectés par des bombardements ou dans ce cas-ci le cas d'un tremblement de terre, et voir comment cette réappropriation urbaine peut participer à un processus d'éducation populaire, d'éducation sociale, et donc avoir idéalement, selon les modèles que l'on peut observer, un impact à long terme. Alors évidemment, je vous propose le cas d'une ville détruite par un tremblement de terre, ce qui va permettre en fait, et une ville qui est un parcours politique historique très simple, ce qui permet justement de mettre en lumière les mécanismes de la résilience, sachant qu'il n'est pas question de mesurer la résilience, mais de comprendre comment ça fonctionne dans le long terme, mais également dans le court terme. Dans cette ville qui est en pleine évolution, on s'aperçoit que 3 ans plus tard, la population locale est totalement isolée, c'est-à-dire qu'on a une population locale qui l'unité familiale, si vous voulez, est maintenue, existe. Bon, il y a eu des stress individuels qui se sont exprimés, mais bon, en gros, il y a un retour à la normalité du quotidien de l'unité familiale, mais la communauté, elle, dans son ensemble, a été complètement perturbée par ce tremblement de terre, par ces destructions, et donc on assiste à une nouvelle forme de vulnérabilité qui, bien souvent, en fait, n'est pas prise en compte dans les processus de reconstruction, parce que justement, on va s'intéresser notamment à tout ce qui est la reconstruction en dur de la ville, mais c'est une reconstruction en dur qui prend beaucoup de temps. Si on prend l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, qui est donc un autre exemple que j'ai beaucoup étudié, on s'aperçoit que ça prend une quinzaine d'années après la fin du conflit pour dire que la reconstruction est a priori terminée, même s'il reste encore des morceaux à compléter. Donc on se retrouve clairement dans une situation où le rapport affectif de la population à son cadre bâti est perturbé, a besoin d'être encadré, a besoin de retourner à une certaine forme de normalité. Et ce que je vous propose donc de faire aujourd'hui, c'est de questionner donc toute cette question de cette approche de la ville de transition. Et donc, à travers cette ville de transition, je vais plus particulièrement m'intéresser à toutes ces pratiques éphémères de la réappropriation et ces pratiques éphémères de réappropriation par le biais de la population même, et donc pas nécessairement de modèles qui ont été imposés, mais voir comment il y a eu cette espèce de mouvement collectif, plus ou moins structuré, plus ou moins unanime d'ailleurs, pour retrouver la ville d'avant, donc de retrouver cette espèce de quotidienneté qui a été perdue par la catastrophe. Et donc, je vais utiliser essentiellement trois concepts, trois gros ensembles de concepts qui vont m'aider finalement à comprendre ou à encadrer certaines de ces recherches-là. Donc, notamment toute la question de la résilience urbaine et de la résilience collaborative. La résilience urbaine étant l'idée qu'on a un état donné, un état de stabilité donné, que cet état est perturbé par un événement, que ce soit une catastrophe naturelle, un conflit, une crise économique également, et qu'il va y avoir un travail de retour à la normalité, qui ne veut pas dire que cette normalité sera exactement le même que ce qu'il y avait avant la catastrophe, mais qu'il va donc, par ce retour à la normalité, en fait, avoir une lecture des événements passés qui vont permettre de planifier le futur. Donc il y a cet espoir qui naît à travers la notion de résilience. La notion également, ou le concept également, d'urbanisme, ce qu'on appelle DIY, do it yourself, ce que Gonzalo Lizaldi hier aurait pu appeler l'auto-reconstruction. Donc toute l'idée finalement que c'est la population locale qui va se doter des outils qui ne sont pas, qui vont lui permettre de retrouver elle-même
son quotidien. Donc, ça peut être, par exemple, l'idée de reconstruire sa propre maison ou alors ensemble, de travailler sur la reconstruction d'une école. Et donc, qu'on n'est plus dans un discours binaire avec des autorités et une population locale, mais plutôt vraiment dans un rapport population locale, territoire. Et finalement, toute cette question de la ville de transition, donc une fois l'événement traumatisant passé, mais avant qu'il y ait reconstruction, eh bien, les gens continuent d'être là, continuent d'exister. Et il faut pouvoir anticiper le quotidien de ces populations-là pendant que la reconstruction est faite. Et donc, si on s'intéresse à cette fameuse question donc, de la ville de transition de Christchurch, on s'aperçoit qu'en fait, lorsque le tremblement de terre qui va détruire toute la ville en février 2011 a lieu, le gouvernement national, enfin le gouvernement néo-zélandais a très rapidement mis en place toutes les infrastructures qui lui permettaient de prendre en charge la reconstruction. Un ministre de la reconstruction a été nommé pour la région. Ce ministre de la reconstruction donc a très rapidement, donc à l'intérieur de 2 semaines, déclaré qu'il fallait détruire toute la ville, raser tous les bâtiments, indépendamment de ce qui tenait et de ce qui ne tenait pas, parce que de toute façon, c'était l'occasion de créer un nouveau plan de ville, donc faire table rase du passé, détruire tous ces monuments historiques qui étaient encore debout, même s'ils étaient mal en point, et donc de doter la ville d'un nouveau visage, d'un nouveau futur qui ferait totalement abstraction du passé. La population locale a évidemment très mal réagi par rapport à cette situation et ça s'est exprimé notamment par un ensemble de mesures. Donc en fait, on s'aperçoit que dans un processus, dans une situation de ville détruite qui est subie, il y a un deuil collectif qui va chercher à s'exprimer. Ce deuil collectif peut prendre différentes formules, avoir différents modes d'expression, peut être plus ou moins long, peut être plus ou moins d'ailleurs unanime. Et par l'appréhension de cette nouvelle situation, dans le cas de Christchurch, on a observé tout simplement, on a observé, si vous voulez, 4 grandes familles d'expression du deuil collectif, ici j'entends évidemment. D'une part, notamment la diffusion de messages dans l'espace public. Alors des grands tableaux noirs, par exemple, qui ont été mis en place, qui ont permis à tous ceux qui allaient sur le site, ça c'est la nuance qu'il faut apporter, de marquer un petit mot. On a eu également l'idée de laisser des fleurs, de laisser des petits mots individuels, etc., des visites de groupe qui se sont mises en place. Et l'idée également, c'est que la population locale s'est rapidement mise à faire un pèlerinage de la ville détruite. La municipalité va proposer va mettre en place une démarche totalement novatrice pour la ville, c'est-à-dire qu'on avait une gestion municipale très, ce que l'on va appeler top-down, c'est-à-dire les autorités qui imposent un système à la population locale, pour proposer à sa population de discuter ensemble de ce que devrait devenir la ville de Christchurch après sa reconstruction. Et donc, elle a mis en place toute une campagne qui s'appelle Share an Idea Campaign, donc l'idée « partageons une idée », où par une combinaison de moyens, donc des conférences publiques, par des ateliers, par la mise en place d'un site web, par la mise en place d'un kit pour la communauté pour se rassembler autour de cette grande question qu'est la reconstruction, et par la mise en place également d'un modèle en fait à la Twitter, c'est-à-dire d'inviter les gens en 140 caractères de dire qu'est-ce qu'ils souhaiteraient pour leur ville. Ça a donc permis à la municipalité de rassembler près de 106 000 idées sur ce que la population locale aimerait avoir plus tard pour cette reconstruction. Ce qui est intéressant également avec cette démarche, c'est que cette ouverture, cette utilisation des médias comme Internet par exemple, a permis de rejoindre également la population qui s'est expatriée à l'extérieur de la ville. Ça a permis également de rejoindre des gens de Christchurch qui se sont expatriés ailleurs dans le monde avant la catastrophe. Donc il y a cette mise en dialogue, si vous voulez, un peu mondiale qui s'établit, qui permet donc de mettre en place un premier modèle de plan de reconstruction qui sera malheureusement
totalement absent des propositions gouvernementales. C'est-à-dire que dans un premier temps, le gouvernement va dire oui, on prend note de vos idées, on va les intégrer, et finalement, le gouvernement va proposer un nouveau plan de reconstruction qui va révéler certaines similitudes par rapport notamment à toute la question des espaces verts, mais qui, dans les faits, va révéler aussi également qu'on a un paradigme urbanistique qui est un peu en décalage par rapport à ce qui avait initialement été proposé. Si l'on s'intéresse donc à tout cet art public, on s'aperçoit qu'il y a une émergence de groupes d'intérêt qui vont chercher à, dans un premier temps, assurer un lien avec la population locale, essayer de s'assurer que finalement la communauté ne soit pas complètement détachée et déconnectée du milieu. Et on va avoir certains groupes qui vont proposer toutes sortes d'activités, comme par exemple le Student Volunteer Army, qui va aller dans les rues pour aider les propriétaires et les locataires à retrouver, par exemple, à enlever toute la boue qu'il y a eu avec le phénomène de liquéfaction. Mais également d'autres ensembles, comme par exemple Greening the Rubble, The Gap Filler, Life in Vacant Space, qui vont proposer en fait de dire, ben voilà, on a une ville, on a un gouvernement qui veut tout mettre à terre, bon, je caricature un peu, mais qui veut tout mettre à terre pour reconstruire quelque chose de nouveau. Il faut qu'on ait le temps de s'exprimer et il faut surtout gagner du temps pour pouvoir réfléchir à ce qu'on veut faire. Donc on va voir apparaître tout un ensemble de petites initiatives individuelles, mais également des exemples plus pointus sur la commémoration, sur la mémoire. Donc ici, par exemple, un projet 185 chaises blanches pour commémorant en fait tous les décès qu'il y a eu après le tremblement de terre. Et toute cette lecture, en fait, toutes ces pratiques éphémères de la réappropriation vont permettre tout d'abord une réappropriation territoriale, c'est-à-dire que la population va retourner, ne serait-ce que pour une demi-heure, pour une heure, dans la ville pour participer à une activité collective ou une activité associée à ce projet. The Gap Filler va, donc l'exemple dont je vous parler, en fait, est un groupe de 6 personnes qui, après le tremblement de terre de septembre, ont décidé de réinvestir avec l'aide des propriétaires affectés des terrains qui ont été vacants, qui sont devenus vacants, et de proposer toutes sortes d'activités qui vont, d'une part, alors tout d'abord, proposer un discours autour de l'embellissement, c'est-à-dire qu'on a une ville en ruine, essayer de la rendre plus belle, entre guillemets, le temps en attendant que les projets se fassent, plutôt que d'avoir que des ruines, d'avoir des zones plus à risque, moins agréables. Donc tout ce discours c'est un discours très optimiste, si vous voulez, sur la ville. Et ce sont des projets qui, émanant de la communauté, vont également intégrer la communauté dans le processus. Donc ce sont des bénévoles qui travaillent sur ces projets-là, avec des fonds qui sont dérisoires. Dans certains cas, c'est finalement 100 $ néo-zélandais qui vont permettre d'acheter les plantes, mais toute l'autre œuvre, tout le reste est disponible. Donc en fait, cette ville de transition-là, permet toute une lecture, en fait, permet d'expérimenter, de tester. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, ça ne dure de toute façon que quelques jours, que quelques semaines, et donc de passer à autre chose tout en ayant cette espèce de reconquête, c'est le troisième discours que l'on peut noter, de l'espace urbain. Il n'y a plus de bibliothèques, les bibliothèques ont été détruites, un terrain vacant, un frigo. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le frigo, on le remplit de livres et on laisse les gens se servir et les rapporter s'ils veulent. Donc on a vraiment cette idée que finalement les gens participent, retournent sur les lieux. Ce n'est pas tout le monde qui est sensible à ces idées-là, mais ça fait partie finalement de cette reconquête. Et peut-être un des éléments qui est le plus marquant par rapport à cet éphémère-là, toute la mise en place d'un discours communautaire. Donc initialement, le projet de Gap Filler était un projet qui n'était pas destiné à jouer sur la communauté. C'était vraiment pour la création artistique, toute l'idée de gagner du temps. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les gens souhaitaient des lieux de rencontre, même si c'était des lieux de rencontre éphémères, des lieux qui leur permettaient de se retrouver par affinité, par volonté, et donc de jouer, entre guillemets, avec leur nouveau paysage urbain. Qu'a fait la ville suite à ces décisions-là? En fait, elle a mis en place d'abord elle a elle-même proposé des actions ponctuelles, puis elle s'est associée avec d'autres organismes et a proposé la mise en place d'un financement.
Parmi les données qui sont intéressantes, c'est également associé avec les écoles, notamment pour faire participer toutes les tranches d'âge de la population, parce que ce sont des enfants qui ont 5-10 ans au moment de la catastrophe, mais qui seront de jeunes adultes au moment où la ville sera reconstruite de nouveau. Et donc, il y a eu toute une série d'initiatives pour leur demander, par le biais de concours, d'activités, de vidéos, de parcours photographiques, d'expliquer en fait qu'est-ce qu'ils aimeraient comme ville idéale pour plus tard. On s'aperçoit que la résilience est une résilience qui est à la fois individuelle et collective et institutionnelle, et que l'éphémère dans ce processus-là doit être à l'avantage d'arriver très très tôt dans la réflexion sur la reconstruction. Et elle peut avoir donc un impact qui va marquer, ou qui peut marquer, évidemment, ça dépend toujours de l'implication communautaire, etc., peut marquer durablement le devenir d'une ville. Alors, si j'avais quelques petites réflexions par rapport à cette situation, en fait, on s'aperçoit que, évidemment, la communauté n'est jamais singulière. Et donc, la ville de transition peut permettre l'expression de ces discours pluriels. Elle peut également se révéler conflictuelle, parce que justement, il y a différents discours qui vont s'exprimer à ce moment-là. Tous ne participent pas à ces ensembles-là, tous ne s'y retrouvent pas non plus, mais l'idée, c'est de faire participer, indépendamment finalement de la volonté qu'il y a individuelle derrière tout ça. Ensuite, cette ville de transition, c'est une ville qui doit permettre l'expérimentation, donc un peu en lecture avec ce que je disais. C'est une ville qui doit donc aider la population à se réapproprier un paysage urbain et donc à apprivoiser ce qui pourrait devenir un nouveau patrimoine de la ville. Donc on fait le deuil de ce qui a été perdu, mais on envisage également un avenir. Et ma dernière remarque, évidemment, la ville de transition doit rester ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'une ville de transition ne peut pas durer 50 ans. Elle doit elle commence après la catastrophe ou le conflit, mais il faut qu'elle prenne fin avec la reconstruction, parce que sinon la ruine qui au départ est une ruine qui peut servir de discours va devenir taudis, et donc on va avoir oublié ce processus de reconstruction.